Nous sommes en mars 2005, dans un bar de Glasgow, en Angleterre, et ce soir-là, un jeune homme de 19 ans se produit sur scène avec son groupe. Devant eux, la salle est pleine, et le public accompagne le chanteur en hurlant les paroles des différents morceaux. Jusque-là, ça semble être une scène plutôt banale, sauf qu'elle ne l'est pas. En réalité, ce groupe n'a encore jamais sorti de morceaux officiellement. Mais alors, comment est-il possible que des gens connaissent les paroles ? Eh bien, en fait, les quelques démos du groupe sont diffusées en masse via un outil assez nouveau à l'époque, Internet. Si quelques artistes commencent à essayer des choses avec cet outil, très rares sont les musiciens émergents qui en comprennent vraiment le potentiel, et c'est aussi le cas du petit groupe d'anglais au départ. Mais au fur et à mesure, leurs concerts commencent à se remplir. Une fanbase commence à se former sans aucune sortie officielle, et c'est à ce moment qu'ils comprennent qu'il se passe quelque chose. Ce petit groupe d'anglais se nomme Arctic Monkeys, et c'est l'un des premiers groupes à avoir percé grâce à Internet, mais ce n'est pas leur seul exploit, puisque le groupe a réalisé une seconde prouesse, celle de devenir un groupe de rock iconique à une époque où le rock ne touche plus du tout le grand public. Leur album le plus célèbre, qui a marqué la pop culture à jamais, est sorti en 2013, et à cette époque, le rock représente 1,8% des classements musicaux américains. Mais alors, comment c'est possible ? Comment les Arctic Monkeys ont-ils utilisé Internet pour percer à une époque où presque personne ne faisait ça ? Et comment sont-ils devenus des survivants du rock et des ovnis du monde de la musique ? Et le terme est adapté parce que vous allez voir que le groupe a réalisé un troisième exploit. Bref, je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, ça fait quelques vidéos qu'il y a un détail qui change tout sur mes vidéos. Je porte du Make It Shine. Make It Shine, c'est le tout nouveau nom de la marque de streetwear numéro 1 en France, Chain Nation. Avec cette nouvelle identité, ils visent à devenir bien plus qu'une simple marque de bijoux. D'ailleurs, ils vont bientôt sortir une ligne de prêt-à-porter, mais je m'égare. Je ne suis pas là pour vous parler de ça, mais plutôt pour vous parler de leurs pièces incroyables. Déjà, j'ai reçu les bijoux dans ce genre de boîte avec une LED. Ils appellent ça l'Apollo Box, ça rend vraiment honneur aux bijoux. Et justement, personnellement, j'aime les bijoux pas forcément très voyants. Alors j'ai pris ces chaînes et ces bracelets. C'est assez discret tout en ajoutant un peu de brillance, surtout pour moi qui globalement m'habille tout le temps en noir. Mais quelles que soient vos préférences en termes de bijoux, discrets ou non, custom ou non, vous trouverez forcément votre bonheur comme les plus de 2500 personnes qui les ont notés 5 étoiles sur Trustpilot. Et comme si ça ne suffisait pas, vous pouvez obtenir 20% de réduction sur votre prochaine commande. Pour ça, il suffit de les suivre sur Instagram et de leur envoyer club en DM. C'est magique. Nous sommes en 2001 et Alex Turner et Jamie Cook sont des adolescents anglais de 15 ans qui vivent dans le même quartier de Sheffield, en Angleterre. Cette année, les deux amis ont écrit la même chose sur leur liste au Père Noël. Ils veulent une guitare. Et c'est ce qu'ils vont recevoir en cadeau cette année-là. Très vite, ils prennent la décision de monter un petit groupe de musique. Ils recrutent 2 autres de leurs amis, Andy Nicholson à la basse et Matt Elders, qui va acheter une batterie bon marché pour rejoindre le groupe. Ensemble, ils se renomment Arctic Monkeys et commencent à créer des morceaux et surtout à apprendre à jouer, parce que mine de rien, c'est leur début à tous les 4, même si Alex s'était déjà essayé à la composition d'instrumentales hip-hop. Bref, pendant 1 an, le groupe va répéter, s'améliorer, et en 2003, ils se sentent prêts à donner leur premier concert dans un bar de la ville, The Grapes. Ce concert leur donne la confiance d'en faire d'autres, et à partir de ce moment, ils enchaînent les petits lives dans des bars ou des cafés-concerts. Mais la plupart du temps, ils jouent devant seulement quelques personnes, voire personne du tout. Mais le groupe ne se décourage pas, c'est leur début et c'est tout à fait normal, c'est le cas de tous les groupes débutants. Par contre, contrairement aux autres groupes débutants, il y a une pratique à laquelle ils se refusent, c'est celle de vendre des CD. Et ça peut vous paraître de rien, mais le fait de ne pas vendre de CD va tout changer. La plupart des groupes émergents fonctionnent de la même manière. Ils donnent le plus de concerts possible et à la fin de ces concerts, ils vendent à qui veut bien l'acheter un CD dans des pochettes souvent faites maison. Arctic Monkeys, eux, n'ont aucune envie de faire ça.
Alors, il réalise bien un CD de démo contenant 18 maquettes, mais il les donne gratuitement à toutes les personnes qui en veulent à la fin des concerts. Les gens sont souvent contents de recevoir quelque chose sans payer, et parmi ces gens, certains commencent à vraiment aimer le groupe et à vouloir partager leur passion pour celui-ci. Alors, sans le consentement de la formation, ils vont créer une page sur MySpace. MySpace, c'était un endroit sur internet sur lequel tout le monde pouvait faire un petit blog personnel et communiquer avec les autres utilisateurs. Et il se trouve que cette page MySpace, tenue par des fans, commence à prendre de l'ampleur. C'est comme du bouche à oreille, sauf que c'est démultiplié à l'échelle d'internet. La nouvelle se répand dans toute l'Angleterre, mais surtout à Sheffield, et petit à petit, Arctic Monkeys, qui s'est habitué à jouer devant seulement quelques personnes, commence à voir les salles se remplir. Évidemment, ça leur donne énormément de force, et le 30 mai 2005, ils décident de sortir leur tout premier EP de titres, 5 Minutes with Arctic Monkeys. Cet EP, produit et distribué directement par le groupe, confirme bien l'engouement autour d'eux. Et qui dit engouement autour d'un groupe, dit proposition de signature de label. La vraie carrière commence. C'est EMI et Epic qui envoient des propositions assez intéressantes au groupe, sauf que non, le groupe les refuse. À la place, ils décident de signer dans un petit label indépendant anglais, Domino Records. Ils prennent cette décision principalement parce qu'ils aiment la manière de choisir les artistes du fondateur du label, et aussi parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient développer une fanbase avec des outils accessibles à tout le monde. Les gros labels sont déçus, et en Angleterre, c'est à ce moment qu'ils vont commencer à s'intéresser à Internet en tant que moyen de communication, en se rendant compte que potentiellement, des artistes pouvaient leur échapper à cause de ça. Ça change littéralement la manière dont les labels anglais approchent le marketing musical. Mais passons, pour l'instant, le groupe a encore tout à prouver. Après tout, ils n'ont sorti qu'un EP et 2 titres. Il est alors temps pour eux de sortir un vrai premier album qui va confirmer ou non l'intérêt du public. C'est l'album qui va devenir l'album le plus vendu au Royaume-Uni en première semaine. Voilà, pas mal pour un groupe qui n'avait jamais sorti d'album auparavant. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not contient notamment le single I Bet You Look Good on the Dance Floor. Va accrocher à ce single, notamment la jeune génération. Dans cet album, Alex Turner, le chanteur, parle de la période de la jeunesse qu'il traverse lui-même actuellement, puisqu'à cette époque, il a 20 ans. Il parle du fait de sortir en soirée, de boire de l'alcool. D'ailleurs, l'homme sur la cover a été payé pour passer la soirée avec eux, boire énormément d'alcool et faire un shooting bourré. Ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est en fait en partie pour ça que l'album plaît autant aux gens. La jeunesse se reconnaît beaucoup dans Alex Turner, qui raconte des histoires qui leur parlent. C'est un album très connecté au quotidien des gens, notamment des gens en Angleterre. Bref, c'est un album qui va marquer sa génération. Le groupe enchaîne avec un autre EP qui marche très fort également, sauf que pendant ce temps, la célébrité, ça ne convient pas à tout le monde. Andy Nicholson, le bassiste, va quitter le groupe. Il est remplacé par Nick O'Malley. Mais ils ne sont pas en mauvais termes avec Andy, Nick va faire le travail, tout semble donc aller pour le mieux pour le groupe, et celui-ci est promis à un avenir plutôt radieux. En tout cas, c'est un vraiment bon début de carrière. Sauf que ils sont encore loin d'être des icônes, et avant de le devenir, ils vont rencontrer un, puis 2 gros problèmes dans leur carrière. Bon, premier problème, il faut être à la hauteur des attentes pour la suite. Et ce n'est jamais évident. Parce que comme le premier album a été un grand succès, le public a des attentes. Mais ils vont réussir très brillamment à relever le défi. Leur second album, Favorite Worst Nightmare, est un succès. À partir du 3e album, Humbug,
le groupe prend un premier risque et on sent déjà un changement de sonorité, notamment dû à la présence d'un nouveau producteur avec eux. Mais il y a un deuxième problème. L'industrie de la musique anglaise est une industrie à part. Ce n'est pas rare que des groupes soient très connus en Angleterre et qu'ils ne percent jamais aux États-Unis. D'ailleurs, il y a des groupes anglais qui ont eu beaucoup de mal à trouver une place sur le marché américain. C'est le cas de Blur, par exemple, qui a fait une tournée assez catastrophique au début de sa carrière. Sauf que pour devenir un groupe vraiment influent en Occident et pour marquer l'histoire, il n'y a pas le choix. Il faut séduire le public américain. Et Arctic Monkeys, au début, ils ne sont pas hyper enjoués à cette idée. Normalement, après un premier album, surtout un premier album qui rencontre ce genre de succès, les groupes partent faire au moins une petite tournée en Amérique, rien que pour voir la réception du public. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait Arctic Monkeys. Eux, ils ont attaqué directement sur la composition de leur deuxième album. Même s'ils ont produit le troisième et le quatrième en Amérique, leur musique ne prend pas là-bas, alors que tous leurs albums continuent d'être numéro 1 en Angleterre. Alors pour pallier à ce problème, ils acceptent au printemps 2012 de jouer les premières parties de Black Keys sur leur tournée américaine. C'est la première fois qu'ils ne sont pas les têtes d'affiche, c'est un peu étrange, mais ils acceptent la proposition. Cependant, avant de partir en tournée, ils ont eu le temps de composer quelques morceaux, dont Are You Mine? Ils décident de sortir la chanson en clip et de la jouer sur scène lorsqu'ils embarquent en tournée avec Black Keys. Et là, c'est le début de l'album AM qui va propulser le groupe au statut d'icône. Le 19 juin 2013, le groupe sort Do I Wanna Know et le single rentre dans le Billboard Hot 100. À partir de ce moment, on va voir partout des gens avec ce logo sur des t-shirts, des sacs, des photos de profil Facebook. Bref, c'est un album qui va profondément marquer la pop culture et le monde du rock. Les Arctic Monkeys viennent de s'imposer dans le monde de la musique comme des icônes. Et à ce moment-là, on peut se dire que c'est gagné. Le groupe, jusqu'ici, de leur tout premier album jusqu'à AM, explorait différentes sonorités. Les techniques vocales de Alex Turner se sont affinées et musicalement, le groupe a déjà exploré pas mal de territoires. Avec le succès démesuré de AM, on aurait pu penser que le groupe allait essayer de se stabiliser sur les sonorités du dernier album. Mais ce serait très mal connaître Arctic Monkeys. Le groupe va décider de changer de direction musicale. Il va se passer 5 ans. 5 ans avant que le groupe ne ressorte un nouvel album. Et cet album, c'est Tranquility Base Hotel and Casino. Et musicalement, il est très différent du précédent. Et cette différence va déconcerter les fans sans grande surprise. Good afternoon, Tranquility Base Hotel and Casino. Mark speaking. Please tell me how may I direct your call. Il sera suivi de The Car qui n'a rien à voir avec Tranquility. For a master of deception and subterfuge, you made yourself quite the bed to lie in. Et pour moi, c'est là le troisième exploit d'Arctic Monkeys et d'Alex Turner. Avoir réussi à faire évoluer leur sonorité à leur guise, prenant à chaque fois toujours plus de risques pour aller au bout de leur vision artistique, tout en restant dans la tête du public des icônes, encore très appréciées aujourd'hui. Merci encore à Mickey Shine d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez 20% de réduction en leur envoyant club en DM sur Instagram. Ça, c'est trop cool. Merci à eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Lovie. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.